Bonjour Michel. Bonjour Agnès. Bonjour. Merci d'abord d'accepter cette conversation avec moi qui me tient à cœur. Souvent je te présente, je parle de toi quand tu n'es pas là. Et je dis toujours Michel, elle est danseuse, ostéopathe, médecin. Je sais que tu as aussi beaucoup d'autres choses, hein, mais je raccourcis pour pas. Oui, Et raccourcir. voilà, pour raccourcir. Et souvent je dis ça, c'est pour présenter l'ostéo-éveil aussi, non seulement pour honorer le fait que c'est toi qui as créé l'ostéo-éveil, mais c'est aussi pour expliquer que l'ostéo-éveil se trouve à la croisée de ces expériences qui sont les tiennes. Et à un moment donné, je me suis dit, mais finalement, pourquoi a-t-elle créé l'ostéo-éveil? Comment ça a émergé? C'est vraiment ça qui est au cœur de mon questionnement aujourd'hui. Alors, je ne sais pas ce que ça te fait venir là, comme ça, immédiatement. Mais en fait, c'est vraiment quelque chose qui est, comme tu dis, qui a émergé. C'est une émergence totalement étonnante pour moi, qui a commencé pendant des périodes de solitude, de méditation introspective, de marche méditative. Pour des répétitions de danse, puisque je- tout d'abord, cette préoccupation en tant que danseuse d'être bien placée, d'être au fait de mouvements aisés qui soient en même temps doués d'une beauté naturelle. Et après avoir fait mes études d'ostéopathie qui m'ont permis d'appréhender autrement le corps, parce que la médecine traditionnelle ne me satisfaisait pas à ce sujet. Les représentations morcelées du corps ne me convenaient pas, j'ai fait ostéopathie. Et donc en tant que danseuse munie quelque part de cette richesse apportée par l'ostéopathie, j'ai commencé sans avoir conscientisé cela, des marches méditatives pendant lesquelles ont émergé des percussions, des proéminences osseuses dans mon corps. C'est-à-dire que naturellement, je faisais des choses comme ça, j'allais chercher tout ce qui ressort, et puis j'entendais des sons, je pouvais comparer chaque côté. Et je me disais, tiens, c'est marrant. Puis bon, je n'avais pas d'intention, je n'avais pas de projet. Et puis la répétition suivante, de nouveau une marche méditative, et de nouveau ces proéminences osseuses qui m'appellent, que je sollicite de nouveau. Et là, des sensations particulières qui en émergent, l'impression d'être très présente à moi-même. Euh, je me regarde dans la glace, je vois que j'ai des salles de répétition, il y a une glace, je vois que mes alignements sont plus fins, je suis plus sécurisée dans mes mouvements, et je me dis, tiens, il y a quelque chose là. Et donc au fil du temps, je répète ces choses-là, mais disons que je ne les programme pas, ça s'impose. Et c'est par l'expérience, le vécu de ça, et puis la répétition, et que d'un seul coup les choses se sont imposées. Je me suis dit, voilà, l'os m'appelle, je vais faire une cartographie, je vais comparer les tubérosités symétriques des membres. Ensuite, je me suis aperçue que les os intermédians avaient aussi un intérêt, parce qu'ils avaient quand même une symétrie par rapport au milieu. Et on pourra en reparler après de cette symétrie dans les os impairs. Donc tout ça a fait que j'ai mis en place une cartographie très précise des différentes tubérosités du corps, et a émergé premièrement le réveil osseux. C'était la première étape de l'ostéo-éveil, qui est donc quand même une pratique qui utilise la main comme médiatrice.
en direction de soi, une rencontre avec soi. Et après, parce que finalement, non seulement il y a eu toute cette émergence progressive et puis qui à un moment donné est devenue comme une évidence, un appel de l'os, et après le pas vers le partager avec d'autres. Le partager avec d'autres, c'était, comment dire, spontané, parce que j'enseignais la danse contemporaine à ce moment-là. Et donc, depuis 81, je donnais un cours régulier dans la ville d'Arcueil. Nous sommes là aujourd'hui en train de converser. Et dans ce contexte, la joie de le faire vivre aux élèves, 8-10 élèves qui venaient régulièrement prendre ce cours. Tu as fini par rejoindre ce groupe, Agnès. Et en fait, ça a commencé en 81. Où on m'avait permis d'accéder à une salle, et puis comme ma passion pour la danse m'avait amené à creuser et à aller chercher des connaissances plus précises sur la danse en faisant une maîtrise de danse. Donc j'ai navigué dans différents domaines de la danse pour, je dirais, obtenir un diplôme qui me donnait la crédibilité pour pouvoir enseigner, puisque de plus en plus il y avait des pressions vis-à-vis des gens qui enseignaient des pratiques corporelles sans légitimité. Et cette maîtrise de danse en elle-même ne suffisait pas, mais le fait d'avoir donné des spectacles avec des performances avec les élèves en extérieur, d'avoir chaque année montré des choses, partagé avec un public, a fait que j'ai validé ce diplôme de danse contemporaine. Et donc ce diplôme me donnait la possibilité de transmettre tous mes bonheurs, toutes mes découvertes, et les élèves se régalaient de percuter leur sacrum, d'accrocher leurs ischions dans le sol, de faire des marches sur les ischions, parce que bon, d'un seul coup, se promener sur les ischions, c'est quand même assez rigolo, en reculant, en avançant, et puis de sentir les ancrages. Les ischions, ça correspond en fait c'est l'équivalent quelque part des ancrages plantaires. On a différents planchers dans le corps, et donc on a le plancher plantaire, et puis on a aussi ce plancher du périnée avec donc les ischions qui pointent vers la terre et qui nous ancrent. Et tu connais bien ça. Il y a quelque part un bonheur à vivre ça. Et je ne pouvais pas m'empêcher de le partager. Et du coup, tu as évoqué, mais tout doucement, ta passion pour la danse. Oui, passion, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai affirmé sur le tard. Disons que dans ma vie, j'ai pas eu la possibilité en tant qu'ado de danser. J'avais d'autres activités, je faisais de la natation à haut niveau, j'explorais mon corps surtout par la natation. Puis quelque part, j'avais réussi à un espèce d'échange avec mes parents qui m'avaient demandé d'être pianiste et de jouer du piano, et donc j'ai accepté, disons, cette espèce de demande pressante qui venait de génération de femmes, génération qui m'est un peu tombée dessus. Et je me suis retrouvée vraiment collée au piano. Bon, du coup, je jouais il y avait des percussions, des bouts de doigts. Ça, c'est sûr que j'ai retrouvé cet intérêt de percuter ces bouts des doigts quand on est instrumentiste, parce qu'on réveille vraiment des extrémités. Et puis le côté percussif aussi est vraiment, je dirais, affirmatif, quoi. Mais disons que ça m'a tellement occupée, quand c'est très exigeant, piano, donc chaque fois que j'ai évoqué aller vers la danse, c'était pas le moment.
Et puis après, j'ai choisi par passion pour la biologie de faire des études de médecine. Et donc là, c'était plus le moment non plus de prendre des cours de danse. Donc j'ai commencé la danse tard, vraiment, parce que c'était resté un rêve. Et j'ai commencé, je pense, j'étais en 5e année de médecine. Et du coup, c'était joyeux, mais en même temps, c'était parfois douloureux. J'ai pris un cours, 2 cours, et puis c'était douloureux quand je prenais 4 cours, 5 cours par semaine, comme c'est arrivé, et que finalement j'entre dans une compagnie en même temps que je fais mes autres activités professionnelles, et que j'essaye de gérer au niveau du timing le professionnel de la médecine et puis aussi la danse qui rentre de plus en plus fort dans ma vie. Et j'ai eu la chance d'être dans la compagnie de Christiane de Rougemont, qui est une grande dame qui donnait qui offrait ses cours aux personnes de sa compagnie. Il y avait un cours de placement, ce qu'elle appelait cours de placement corporel. Et donc quelque part, en fait, elle était assise sur une chaise, puis elle nous renvoyait une image de notre placement, et donc elle nous proposait des équilibres stables, instables, sur une jambe, sur les 2 jambes, allongé à 4 pattes, en décollant un bras, une jambe. Et là, en fait, c'est elle qui nous donnait l'image de notre corps. Elle nous disait remonte un petit peu remonte un peu ta cheville, tourne un peu plus en dedans, en dehors. Donc, quelque part, il y avait cette image du corps qui nous était renvoyée par une personne en qui on avait entièrement confiance, qui avait travaillé avec Catherine Dunham et qui connaissait parfaitement le placement le plus adapté pour chacun, de par la danse africaine. Et ça m'a beaucoup frappé, marqué, et m'a permis d'intérioriser mon image corporelle qui était très floue. N'empêche que j'avais très mal, de plus en plus mal, parce que les entraînements intensifs se multipliaient du fait qu'elle m'a fait entrer dans sa compagnie. Et là, j'ai dit à l'aide, qu'est-ce que je peux faire? Et elle m'a dit, va voir un ostéopathe. Et j'ai dit, c'est quoi ça, un ostéopathe? Et parce qu'en fait, je t'avais pas dit, mais j'avais fait mes études de médecine très souvent allongée tellement j'avais mal au dos. C'est-à-dire qu'en fait, c'était récurrent, mal de dos, l'inconfort dans ma statique, en position assise. C'était une très vieille histoire. Et là, quand l'ostéopathe m'a soulagée en une séance, j'ai dit, je veux faire ça. Monsieur, où est-ce qu'on apprend ça? Et à ce moment-là, c'était aux États-Unis, en Angleterre. C'était pas possible avec ma vie familiale, j'avais une fille en bas âge, j'avais pas envie de la priver encore plus de ma présence. Il y avait déjà beaucoup d'absence de ma part. Et du coup, il m'a dit, rassure-toi, il va y avoir un enseignement en France pour les médecins. Et il m'a prévenu, l'année d'après a commencé un enseignement qui a duré 3 ans, et c'était un grand bonheur de découvrir le corps global et de pouvoir aussi s'adresser manuellement et respectueusement à ce corps. Et tu as évoqué au tout début là, de cet échange ta passion pour la biologie également. Tu sais nous dire quelque chose? Ouais, ma passion pour la biologie, c'est vrai que c'était déterminant parce qu'en fait, pour que je fasse médecine, parce que j'étais pas partie pour ça. Moi, si tu te balades dans ma maison, j'ai plein de livres de philo. Mon adolescence, c'était vraiment la littérature et la philo. Et j'étais complètement décalée par rapport à mes copains-copines. J'avais 2 ans d'avance en classe et moi je lisais que des bouquins de philo. J'écoutais Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir sur la radio, leur
leur conférence à la Sorbonne. Et moi, je lisais L'existentialisme est un humanisme, je lisais L'être le néant, vraiment de très bonne heure. J'étais plongée dans ce genre de lecture. Et donc, j'ai passé un bac philo, figure-toi. Mais à cette époque-là, ça compte énormément, les profs qu'on a. J'avais un prof de biologie qui avait repéré que j'étais complètement happée par, parce qu'on avait le corps humain pour la terminale comme cours, et je lui demandais le mercredi, qui était le jour férié, de pouvoir aller dans la salle, dans sa salle de sciences nat, pour pouvoir toucher au squelette, toucher il y avait des représentations du corps en plastique, on pouvait sortir les organes, on voyait où ils étaient placés par rapport aux os, etc. Et il m'avait donné la clé et il me permettait, parce que lui n'était pas là, d'aller me régaler à fouiller dans tout son matériel. Et ça a été toute l'année un bonheur, surtout quand on a expliqué le cœur, comment ça fonctionnait avec le système nerveux végétatif, comment le cœur était régulé par voilà, des choses mystérieuses qui devenaient scientifiquement expliquées. Comment le cœur a son propre battement, qu'on le met dans de l'eau salée qui bat tout seul, et puis que bon, ce cœur du poulet, là, les expériences d'Alexis Carrel, je ne sais pas si tu t'en souviens, tes expériences, voilà, il mettait un cœur de poulet dans une éprouvette avec de l'eau salée, puis il continue à battre, parce qu'il y a une autonomie, je dirais, intrinsèque des cellules myocardiques, et que bon, dans le corps humain, ce cœur est sous la régulation du système végétatif, parasympathique, sympathique. Donc le module, on le lentissant, on le laxéant. Là, j'ai commencé à toucher du doigt l'homéostasie, les systèmes de régulation. Ouais, c'était vraiment passionnant. Et ce monsieur a dit à mon père, elle veut faire médecine. Mon père, il a dit, elle a 15 ans et demi, non, elle est trop jeune. Et il a dit, mais si, accompagnez-la là-dedans. Donc ça a été un effort familial de m'accompagner financièrement à faire l'étude de médecine, du fait de ma passion pour la biologie humaine. Wow. On a tous une histoire avec ce passé. Avec ce passé, oui. Et maintenant, ce qui me vient, c'est là, ce que tu me dis, c'est là, tu as vraiment donné des éléments de ce chemin qui ont comme des petits îlots qui permettent qu'à un moment donné émerge l'ostéo-éveil, et tu as expliqué comment tu as partagé, et à partir de quel moment pour toi tu as souhaité le nommer, et comment ça s'est passé pour que tu le nommes? C'est un peu flou, je peux te dire que bon, ostéos, le mot ostéo, c'était évident que une grande gratitude pour Steele, le créateur de l'ostéopathie, et qu'il y a l'os dans le mot ostéo, que pour moi vraiment on touche à la structure, et que quand on touche à l'os, on touche au noyau fibre de l'être, à l'essentiel, quoi. Maintenant, le mot éveil, il est venu du fait que pour moi ça génère un éveil de la conscience de soi, avec des sécurités implacables qui se vérifient au fil du temps en pratiquant, et donc quelque part oui, l'éveil à soi-même, éveil du regard, une acuité perceptive, aussi bien vers le dedans que aussi ce qui se passe dehors. C'est-à-dire que
Le réveil osseux, je le fais systématiquement avant chaque congrès où j'ai parlé. Mais là, j'en étais pas là, mais j'avais déjà perçu cette présence à soi-même, ce placement qui se fait d'emblée dans cet équilibre stable-instable qui est notre corps, hein, qui est tout le temps en train de se restabiliser. Maintenant, bon, le poser, c'est aussi, tu veux dire le mot, quoi. Le poser ou le déposer? C'était autre chose. Et d'abord le poser. Et le poser en tant que mot. J'ai trouvé que c'était. Il y avait un côté qui avait la dimension spirituelle aussi, éveil, quoi. Mais pas au sens fumeux du spirit, mais au sens voilà, de l'esprit qui s'ouvre. Voilà, on est corps physique, émotionnel, et puis psychique, et avec dimension, on n'est pas que matière pour moi, on est aussi dans le vibratoire. J'avais pas encore touché la tensibilité du doigt, mais il y avait déjà cette notion vibratoire. Hein. J'ai toujours perçu qu'on était entre la matière et la vibration. Voilà, l'onde et puis le corpuscule, quoi. Ça, j'ai jamais fait de physique quantique, mais ça, je percevais. C'est comme si, c'est marrant parce que c'est la danse, la biologie, et le corps entre les deux finalement, hein, qui a un lieu de rencontre. Oui, ce corps qui nous accompagne depuis la naissance jusqu'à la mort, et qui nous, que l'on accompagne et qui est notre matérialisation dans ce monde, notre manière voilà, de nous individualiser par rapport aux autres et permet de nous identifier, chacun avec notre forme, nos caractéristiques. Ça m'amuse que tu parles de ouais, parce qu'hier j'ai pris pour moi un stage de danse où on improvisait et donc où je voyais différents corps se mettre en mouvement. On pouvait regarder les autres improviser et ça m'épate toujours de voir comment tous ces corps sont différents, comment tous ces êtres sont différents dans leur forme, dans leur énergie, dans leurs besoins de mouvement intrinsèques, avec leur originalité et leur différence, et puis en même temps qu'on est tous de cette même espèce, espèce humaine, avec quelque chose qui nous lie, qui est fondamentalement l'humain, avec sa complexité biologique et quand même ce qu'il y a de plus complexe quand même, être humain, c'est vraiment là, on est avec plus de l'émotionnel, cette dimension du psychisme très élaborée. Mais en même temps, ces régulations nosasiques, ces choses qui sont déjà dans toutes les espèces, des espèces les plus élémentaires. Il y a déjà, dès qu'un être vivant est là sur Terre, il a son système de régulation propre et commence déjà le processus de régulation. Oui, et du coup la suite de l'ostéo-éveil, parce que tu racontes que ça commence avec le réveil osseux. Que tu partages justement avec ce petit groupe tes découvertes une fois que tu les as répétées, élaborées. Oui. Comment ça chemine. En parallèle, ce que je n'ai pas dit, mais qui est important,
c'est que bon, je suis passée d'une période où bon, j'enseignais, j'étais danseuse en solo, après avoir quitté la compagnie de Christiane de Rougemont, dans laquelle je suis passée de manière très éphémère. Dès 81, voilà, j'ai dansé des solos, en particulier j'ai mis en place un solo qui s'appelle Asphalte, qui rend compte de comment, quelque part, j'ai joué avec, en milieu urbain avec le danger, c'est-à-dire que là tu me vois courir sur une rambarde au-dessus d'un nœud d'autoroute qui est en dessous, et donc ça c'était des jeux d'équilibre assez audacieux. Bon, je risquais quand même ma vie finalement, a posteriori. Je réalise, surtout que je mettais des petites bottes blanches en caoutchouc pour faire ce genre de trucs. Mais en même temps, c'était voilà, là les moments où j'ai apprécié voilà, de commencer à chercher l'équilibre de manière très précise et d'avoir l'ostéo-éveil par la suite pour m'y aider. Et puis j'ai mis en place en 84 j'ai rencontré dans un cours de danse contact improvisation Aline Leclerc, et à partir de 84 on a créé la compagnie des cocottes minutes. Donc ça fait d'abord les cocottes puis ensuite cocottes minutes, et donc là c'était important parce que j'avais aussi la responsabilité de gérer, entre guillemets, le confort et le bien-être du corps d'une autre danseuse avec moi. Et ça, c'est très important pour moi. L'échauffement en danse est fondamental en danse contemporaine. Je trouve qu'on n'a jamais suffisamment insisté là-dessus. Et moi, je trouve qu'on se doit d'offrir en tant que chorégraphe aux danseurs qui nous accompagnent des repères sur son corps de plus en plus approfondis, qui lui donnent des sécurités, du confort, parce que c'est très difficile la danse, c'est très exigeant. La beauté est très exigeante dans la danse, parce que le geste aisé, c'est la beauté, quoi. Mais avant d'arriver au geste aisé, c'est très dur tout ce qui se passe dans le, comment dire, le training. On demande beaucoup de temps à répéter des gestes jusqu'à ce qu'ils paraissent naturels. Et pour ce, il faut vraiment un corps bien placé. Tu vois, là, vraiment, c'est toujours des lignes. Je cherche beaucoup le placement et des lignes très pures et très abouties. Et donc, ta question, c'était... j'ai transmis donc l'ostéo-éveil à ma partenaire, au fur et à mesure où c'était comme une sorte d'une sécrétion que je posais, que je vérifiais sur moi, puis quand je la voyais, quand j'étais sûre de moi, je lui transmettais les nouveautés. Alors on a d'abord exploré les os, puis ensuite on est allé du côté des viscères, on est allé bien sûr explorer les fascias, ces membranes du corps, voilà, qui enveloppent, divisent. Enfin, on a visité vraiment le crânio-sacré. Quand j'ai après découvert le crânio-sacré, ces mouvements que tu connais, que je vous ai aussi fait découvrir. Donc moi en fait c'était toutes ces joies de la découverte, je les posais, je les vérifiais sur moi en auto, et puis quand j'étais sûre de moi, je proposais des perceptions internes, c'est-à-dire je mettais en place des stratégies pour percevoir sur soi. Avec les mains, donc la main était vraiment le médiateur de la découverte sur soi ou sur l'autre. Mais il y avait une place importante à trouver de l'autonomie avec ça, permettre à l'autre de s'en servir et d'être libre de l'utiliser à n'importe quel moment. Donc c'était ostéo, auto-éveil dans un premier temps, puis bien sûr pour le transmettre, la main sur l'autre, très respectueuse, à deux, voilà, personne pouvait
s'y retrouver et se confronter à ça. Puis elle commençait à prendre des notes jusqu'au moment où voilà, je t'ai rencontré, j'ai rencontré, vraiment tu étais le premier maillon qui a, je dirais, accroché en tant qu'élève dans le cours avec intérêt. C'est pour des sessions longues, parce que là d'un seul coup j'ai voulu enseigner des sessions qui duraient 4 heures plutôt que 2 heures. Et tu as Je suis arrivée pour à les te- 4 heures. Je suis arrivée cette année-là. te coltiner, c'est duré là. Oui. Oui. Et alors? Oui, merci. Et là, du coup, tu évoques, quand tu évoques justement cette construction où Aline joue un rôle en fait, Oui, parce qu'elle tout joue un à rôle fait. fondamental, parce que Bah oui, tu tout passes à de fait. faire pour toi à lui transmettre, voir avec elle comment ça fonctionne. Et à sentir qu'elle a de l'intérêt pour ça, Oui. que jamais j'ai eu le sentiment qu'elle se lassait de ça, et jusqu'au moment où elle m'a encouragée et elle m'a dit écoute, c'est vraiment ça vaut la peine, parce qu'elle était enseignante en parallèle de gymnastique dans un lycée, et elle voyait de plus en plus l'intérêt de cette approche qu'elle a transmis aux enfants. Le réveil osseux, à cette époque, elle a pu faire percevoir aux enfants. Bon, maintenant c'est plus compliqué, tout devient plus compliqué avec les enfants, le toucher, mais on a eu heureusement une époque où on pouvait transmettre quelque chose qui rend service, qui amène à se sentir plus conscient chez l'enfant qui était preneur de sentir ses tubérosités, et être mieux placé dans les cours de gym. Et du coup, tu as évoqué la visée d'autonomie, et tu as évoqué aussi la responsabilité en tant que chorégraphe. Je sais pas, est-ce que tu as quelque chose à me dire justement sur l'autonomie et la responsabilité, l'autonomie, comment tu situes l'autre, toi, là-dedans? La responsabilité en tant que chorégraphe, j'en ai déjà parlé. Ça, pour moi, c'est indispensable de respecter le corps de l'autre. J'ai vu tellement de danseuses, de mes profs abîmées, arriver à 35-40 ans, devoir se faire opérer de genoux, problème de hernie discale, enfin bon. Donc ça me paraît essentiel de prendre en compte le corps de l'autre et d'être très respectueux en tant que chorégraphe. Voilà, des personnes que l'on embarque avec soi dans son histoire de création, parce que c'est vrai que, bon, faut quand même là, tu sens bien que c'est l'art qui m'a amené à quelque part trouver une voie vers, enfin bon, il y avait les exigences artistiques en fait qui m'emmenaient vers l'usage du corps devait être respecté au service de l'art, au service de la danse, etc. Et donc l'autonomie, c'est une autre dimension, c'est permettre à l'autre, la personne, l'autre que soi et soi-même, de pouvoir préserver son intégrité, sa santé. Donc il y a aussi, je dirais, la dimension prévention, santé qui intervient là dans l'ostéo-éveil, c'est-à-dire trouver des clés pour pouvoir tout seul, chez soi, avancer, se rendre apte à redynamiser son homéostasie et ses rééquilibrages internes par la voie des os, et puis aussi par d'autres techniques que tu connais, qui sont les approches des viscères, les approches des fascias. Oui, tout ça par finalement, en filigrane, ce que tu as nommé plusieurs fois, il y a le respect. Oui. Le respect de soi, le respect vraiment. Le respect. Ça, c'est fondamental. Hein.
une main respectueuse déjà qui se place sur l'autre en demandant la permission. Il y a des jours où on n'a pas envie d'être touché, donc si on travaille à deux, il y a des fois on était ok, puis le lendemain on n'a plus envie d'être touché. On peut à chaque fois reconfigurer et donner son consentement ou pas à l'autre quand on fait un travail en duo. Puis bon, quand on se gère tout seul, on sait où on a envie d'être touché. Puis bon, des fois, c'est intéressant d'apercevoir que ça vaut le coup quand on est tout seul de retourner à un endroit qui était douloureux parce que c'était un endroit qui avait juste besoin d'être apprivoisé. L'os a besoin d'être apprivoisé, il a ses secrets et aussi pas toujours prêt à les livrer. Merci Michel. Merci beaucoup. On va garder plein de secrets pour notre fois. Merci Michel. Je t'en prie, Anne.